avec le créateur de cette chaîne. Le créateur de tout ce setup. Le vrai créateur. Celui qui est à l'origine de tout ça. Oh, ce qu'on va se mettre. Salut les amis, et je vous retrouve pour un nouveau podcast. Et celui-là, il est très spécial pour moi. Il est très spécial pour moi parce que mon invité aujourd'hui n'est autre que mon petit Paul Goldman. Salut. Bonjour Paul Goldman, bienvenue sur mon podcast. Bienvenue. Les amis, Paul Goldman, vous le connaissez peut-être si vous me suivez depuis un moment. Paul Goldman, il est souvent dans mes stories. Paul Goldman, comment je l'ai rencontré ? En fait, j'ai répondu à une story Insta. C'est très drôle parce que je m'attendais pas à avoir une réponse. J'ai juste répondu à une story Insta et ça a commencé comme ça. Il a répondu à une story Insta pour m'aider. Ouais, c'est pas, il a pas répondu à une story Insta pour gagner quelque chose ou pour me rencontrer. Il a répondu à une story Insta pour m'aider à mettre en place tout ce que vous voyez là et tout ce qui explique qu'aujourd'hui je suis capable de streamer, que je suis capable de faire mes podcasts avec un super bon son comme ça, Exactement. etc. C'est mon geek, Paul Goldman. Au geek de poche. C'est pas mon geek. Aujourd'hui, c'est mon ami. Ça fait maintenant 2 ans. 2 ans qu'on se connaît. 2 ans, ouais. 2 ans. À partir du moment où il est venu m'aider, il est revenu très régulièrement. On s'est vu très souvent. On a commencé à sortir aussi pas mal ensemble. Ouais. Quand je dis sortir ensemble, ça veut pas dire on date. Ouais. On se calme. On met la clim, s'il vous plaît. Non, c'était sortir en soirée, etc. Et il m'a appris beaucoup de choses. On s'est tous les deux appris beaucoup de choses, je pense. Exactement. Et puis, comme une fatalité, quoi. On est devenus amis, on a commencé à passer pas mal de temps ensemble, à tout se raconter, etc. Et un jour, Paul Goldman m'a dit, j'ai une idée pour ton podcast. Exactement. Et c'est une idée très personnelle. Ouais, parce que malgré ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, il y a des gens parfois qui ont un passé ou une histoire à raconter. Et moi j'en parle dans ma vie personnelle, mais pensez un jour le faire. Je pense que c'est bien aussi de partager les histoires qu'on a, qui sont parfois des tournants dans nos vies et qui sont importantes de partager pour que les gens se rendent compte qu'il y a d'autres choses que aussi Internet ou des choses comme ça, et qu'il y a parfois des histoires tristes ou des bonnes histoires, etc. Donc voilà, c'était pour partager ça avec vous aujourd'hui. Et tu vas nous parler donc Du coup, moi j'ai été gravement malade durant ma jeunesse. J'ai eu à mes 11 ans, le 9 décembre 2011, j'ai été atteint, diagnostiqué d'une leucémie lymphoblastique groupe T. Donc c'est un cancer du sang. Donc pour vous expliquer, c'est les cellules dans leur vie, elles sont une cellule, puis pour prospérer, elles se divisent en deux. Moi, au lieu de se diviser en deux, elles se divisaient en 1000, 10 000, 100 000 parfois. Et donc c'est une reproduction trop anormale et les cellules, elles deviennent un peu folles. Alors moi, normalement, ça c'est la vraie représentation physique, c'est la tumeur. Donc moi j'avais pas du tout de tumeur, c'était juste dans mon sang où c'était une cellule qui se divise par 100 000, mais sauf que ça a fait... C'est un comportement cellulaire anormal. Quoi. Anormal, vraiment. Ouais. Comment j'ai découvert ça ? Je commençais à avoir mal au dos la nuit, à ne plus endormir, et du coup j'ai commencé à avoir très très mal à l'omoplate gauche, et j'arrivais pas à dormir pendant 7 jours, je dormais en cours, enfin le peu de moments où je dormais en cours, je commençais à vraiment pas être bien, et psychologiquement ça devenait dur, parce que de pas dormir pendant plusieurs jours, tu sais, c'est le moment où on dort, c'est le moment où le cerveau il se régénère, il se guérit en fait. Et quand tu dors pas, ton cerveau il devient fou, tu vois. Ouais. Et en fait, j'ai été voir l'ostéopathe 1 fois, 2 fois, 3 fois, il me remet en place et ça va toujours pas. Je fais une radio et je vois que j'ai un poumon rempli d'eau. C'est ça qui faisait que mon omoplate elle bougeait pas en fait, et donc ça me faisait mal. Et donc tout de suite urgence, va faire une IRM. Et le médecin il dit est-ce que j'ai des problèmes de poumon ? Non, j'ai 11 ans. Ouais. Tout à fait normal, aucun passé. Et le médecin, il me dit, allez-y tout de suite aux urgences, il y a un problème. On arrive aux urgences, c'est à l'hôpital Trousseau à Paris. Et bien sûr, faut attendre 8 heures. Je suis pas l'urgence première, il y a des grands brûlés, il y a ceci, il y a cela. Donc on attend 8 heures, etc. On apporte les clichés et là, ils me disent non, c'est pas normal, on va retirer ce qu'il y a dans le poumon. Donc le box, ça s'appelle des box, on est dans des box. Il fait moins de 9 mètres carrés pour situer. Et du coup, là, je me retrouve avec 30 médecins autour de moi. Et ils ont dit, on va perforer ton poumon et on va retirer le liquide.
Tout de suite, instantanément. T'as 11 ans, qu'est-ce que tu te dis? Moi, quand j'ai 11 ans, en fait, je me rends pas compte. J'ai Ouais. pas la maturité. J'ai Ouais. 11 ans. Pour Tu te moi, sens c'est- juste, t'es juste malade et. Non, je sais pas encore. Je sais pas encore. Oui, non, mais je veux dire, tu sais que t'as quelque chose qui va pas à ce Même moment-là pas. quand même. Tu dis même pas. Quand on va te perforer le poumon. Tu te dis même pas, tu te dis, bah, enfin, en fait, ils sont assez protecteurs. Ok. C'est le truc, c'est mais je le dirai après, c'est qu'ils sont assez protecteurs. Ok. Et en fait, donc là, tu te rends compte que, bah, t'as 9 médecins, ils te le font, etc. Puis après, prise de sang, etc. Quand ils savent que tout de suite que ça va pas être un truc normal. Mhm. C'est grave, etc. Ouais. Mais on sait pas dans quel service m'envoyer. Donc on attend les résultats. On m'envoie, donc quand les résultats tombent, on m'envoie en service pédiatrique spécialisé dans les maladies du sang Ouais. à l'hôpital Trousseau. Et donc on me met dans une chambre, etc. Donc en fait, on attend. Mes parents travaillaient c'était mon père qui m'avait amené aux urgences. Et donc là, on attend que toute ma famille elle revienne. Mhm. Donc, j'avais mon beau-père, ma mère et mon père qui sont revenus. Ça a été un vrai choc pour eux, pas Ouais. pour moi, mais ça a Ouais. été un vrai choc parce qu'ils l'ont d'abord dit à mes parents et Oui. après ils l'ont dit à moi. Et toi, quand on te le dit, c'est pas un choc? Bah, je vais t'expliquer après. Ouais. Moi, mon père, il est tombé dans les pommes, tout de suite, Ouais. instantanément. Il Ouais. savait Il s'évanouit, quoi. instantanément. Il fait Ouais. 1m90, 90 kilos. C'est vraiment genre, il a fallu quelqu'un pour le rattraper. Ouais. Et en fait, moi, quand on me le dit, c'est mon père pouvait pas me le dire et c'est ma mère et mon beau-père qui sont arrivés avec le docteur et ils sont arrivés, ils m'ont dit bon, Paul, on a quelque chose à te dire, t'as un cancer, mais t'inquiète pas, c'est quelque chose qui te soigne très bien. Qui se soigne très bien. Et en fait, la première réaction que j'ai eue, c'est j'ai la même chose que mon grand-père. Mon grand-père, il est mort d'un cancer du poumon, il est mort de ça, qui s'était métastasé. Métastasé, ça veut dire que ça s'est répandu dans d'autres Mhm. organes. Ouais. Il est mort de ça. Et en fait, la première chose que j'ai eue, c'est est-ce que c'est comme mon grand-père? On m'a dit non, c'est pas la même chose. Je dis ah bon, bah d'accord, c'est que ça va aller. Quand ils t'ont dit que ça soigne très bien, ils te disent la vérité Ouais, ou... c'est Ok. une des leucémies qui se sort. En fait, il y a aujourd'hui, c'est un peu compliqué, mais il y a 500 sortes. C'est pour ça que j'ai dit groupe T. C'est Ouais. que ça cible un type de cellule particulier qui évolue dans un stade, une façon particulière. Mais aujourd'hui, on a répertorié 500 types de leucémies. Chacune des leucémies évolue pareil. Enfin, pas pareil, justement. Parce que l'humain est différemment fait. Chacun réagit différemment au protocole, etc. Et même les leucémies en soi réagissent différemment. Mais c'est une des mieux qui se soignent. C'est-à-dire une des mieux qui se soignent, c'est 9 mois de traitement et après un traitement à vie. Ok, Ça, c'est le traitement le plus simple. d'accord. Bien sûr, je n'ai pas eu ce traitement. J'ai eu D'accord. un traitement un peu plus lourd. Parce que tu vois, c'est différent. Moi, je t'expliquerai après. Et donc, on arrive. Donc, moi, je dis, bon, bah, ça va soigner. Ok, c'est bien. Mais j'ai 11 ans et je ne me rends pas compte Ouais. de ce que c'est. Ouais. Je ne me rends pas. En fait, Tu te rends compte du fait que t'es malade, Non, je me rends compte que je me rends pas compte que je vais mourir. mais tu te rends compte que t'es malade. Pas tellement. Mais tu vas à l'hôpital. Oui, mais c'est trop. En fait, T'es trop jeune, quoi. C'est un âge très très compliqué. Et même dans les traitements, c'est un âge très très compliqué. L'âge de 11 ans, c'est où le cerveau, il commence à recevoir une dose d'hormones qui est excessivement haute. Et en fait, le cortex qui gère les sentiments, il se développe très rapidement. Sauf que ton corps, il a pas le temps, tu vois. Ouais, Donc d'accord. il y a plein de choses qui font que tu sais pas trop où t'en es, tu sais pas, et en plus il te manque de la maturité, tu vois. Donc toutes ces hormones, je pense que tout ça a fait que je savais pas trop dans quoi je m'embarquais, Ok. ni prendre conscience des répercussions que ça peut Ouais, des avoir. risques. Des risques, des répercussions. Et même de la maladie, du fait d'être malade. Quoi. Ouais. Juste tu rentres dedans et puis tu vis le moment présent, quoi. Exactement. Ouais. Et en fait, ça t'apprends très vite à vivre au jour le jour. Ouais, c'est ça. Tu sais pas ce que demain est fait, mais tu sais ce qui est fait sur l'instant présent. Hmm. Quand je suis rentré, moi j'ai le premier. Donc en fait, c'est des. Ils ont quand ils répertorient les leucémies, ils établissent des protocoles. Donc moi, le protocole, c'est 5 mois en chambre où on te bombarde de chimiothérapie. Donc la chimiothérapie, c'est un produit qui détruit toutes les cellules. Si on détruit, le but, c'est de détruire toutes les cellules pour que les cellules malades ne se reproduisent plus, justement, et que ça ne revienne pas. Ouais. Un petit cours d'anatomie, ce qui produit les cellules, toutes les cellules, que ce soit les globules rouges, le plasma, les plaquettes, les globules blancs, c'est fait dans la moelle osseuse. La moelle osseuse, c'est un liquide qui agit comme on catégorise ça dans un organe, c'est dans tous les os. Hmm. C'est dans tous les Oui, os. oui. C'est ce qui fabrique, c'est l'usine à gaz de ce qui produit notre sang. Donc, L'usine à sang, quoi. Ouais, de tout. Mais pas à Plaquettes. gaz, l'usine à gaz. C'est l'usine qui fait tout. Oui. Et en fait, C'est ma faute, c'est l'usine à gaz. c'est ça.
Et en fait, le truc, c'est que quand ça va pas, on est obligé de tout détruire pour tout Pour refaire. recommencer. Pour recommencer. Ouais, on met tout Sauf à zéro. que, en fait, c'est là où il faut trouver le juste milieu. Ou on détruit on essaie de détruire le sang pour que les cellules les cellules anormales ne se reproduisent plus, ou on fait ce qu'on appelle une greffe. Ok. Moi, j'ai une greffe. Ok. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un, on a détruit ma moelle osseuse, Et on t'en a remis on en a remis une de quelqu'un d'autre. de quelqu'un d'autre. Ok. Comment on peut calculer ça? Alors, on fait ce qu'on appelle un myelogramme, c'est-à-dire on perfore dans l'os de la hanche pour voir, et après c'est envoyé dans un labo avec un microscope très 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 perfectionné, où ils analysent ce qu'on appelle la maladie résiduelle. Ça veut dire on calcule la chance que la maladie a de revenir, de D'accord. redevenir forte. Ouais. Elle est guérie, C'est un entre pronostic. guillemets. Exactement. Ouais. Et en fait, c'est ça qui va déduire si tu vas guérir ou si tu vas avoir plus de chances de retomber Ouais. malade. De rechute, quoi. Exactement. Et selon la phase de ton protocole, on décide de continuer ou non, ou de faire une greffe. Donc, je reprends un peu au début. Je fais les 5 semaines où je perds mes cheveux, je commence à perdre mes cheveux. Et là, t'es coincé à l'hôpital, tu peux pas sortir. Non, Pendant tout 5 ce temps. semaines. Ok. C'est 5 semaines. En fait, ça a été assez compliqué au début pour moi parce que j'étais un enfant assez curieux, mais qui réfléchissait, mais qui voulait imposer un peu sa loi. D'accord. On Tiens, arrive. ça m'étonne. Je vois pas pourquoi tu dis ça. Et en fait, on arrive et on me dit Paul, on va te perfuser. Perfuser, ça veut dire mettre une aiguille dans ton sang et pour Ouais, passer bien des produits. Et je lui dis non, c'est mon corps, je fais ce que je veux. Ah ouais, à 11 À la ans. meuf, à l'infirmière, je lui donne, si elle écoute, elle comprendra. Elle me dit, je lui dis, je fais comme je veux, c'est Et mon pourquoi corps. tu voulais pas la perfusion? Je sais même plus. Ouais, aucune raison, quoi. En fait, c'était c'est- peut-être un mécanisme de défense. C'est à la tête du client, quoi. Non, c'était un mécanisme de défense. Ok. Et la première chose qu'elle fait, en fait, à l'hôpital, ils ont des blouses, mais parfois elles sont un peu tachées, etc. Donc ils Ouais. changent et ils mettent des blouses un peu jetables. Ok. Elle se plie et là, pouf, la blouse, elle explose parce qu'elle était serrée, Ouais. elle explose. Et là, on explose de rire, tous. Et en fait, ça détend l'atmosphère. Ouais. Et en fait, Elle était toute nue, du coup? Non, elle était pas toute nue. Dommage, je commençais à être un petit peu excité. Et en fait, pourquoi je dis ça? Parce que je pense qu'il y a il y a plein de façons de réagir à une maladie. Ouais. Nous, avec mes parents, on a voulu prendre ça pas comme un malheur. On a essayé de pas rendre ça comme un malheur, pas le prendre, de rendre ça pas comme un malheur. De le rendre comme quoi, alors? De l'adoucir. De l'adoucir et de faire comme si c'était... On est obligé de passer par cette épreuve. On n'a pas le choix. On est obligé de passer par cette épreuve. Et du coup, au jour le jour, t'essayes de la surmonter et tu l'affrontes, quoi. Exactement. Et peu importe ce que vivent les autres. Exactement. Moi, au tout début durant ma maladie, moi, je disais toujours, j'avais une métaphore un peu, je disais, non, avec mes parents, je prenais que mes parents. Je disais, on est comme dans un bateau. Et on est tous les trois, on est comme 3 piliers, on est comme un 3 mâts, Ouais. et on est obligé d'être là. Tu Et on faisais est cette obligé métaphore à 11 ans. Ouais, je disais Ok. ça. Et je disais, on est obligé de se soutenir et on est tous les trois dans cette galère. Ouais. Il faut qu'on se soutienne et il faut qu'on soit ensemble. Et j'utilisais cette métaphore pour dire que ce que eux faisaient influait sur moi et moi Et j'influais inversement. sur eux. Ouais. Et quand il y a une tempête ensemble. C'est ça. On la vit à 3. Ouais. On la vit. Moi, mes parents étaient séparés, mais ça s'est toujours bien passé, mais ça s'est particulièrement bien passé ici parce j'ai jamais vu mes parents s'engueuler pendant que j'étais cette malade. période-là. Pourtant, Ouais. j'ai vu des parents séparés, d'autres malades, où c'était un déchirement. Je pense que c'était aussi ma plus grande chance. Ouais. C'est que pour eux, cette épreuve, ça les a liés au moins pendant un temps. non, ils sont toujours liés, c'est moi leur Ok. lien, tu vois, Ouais. mais c'est mon père, il me le dit encore aujourd'hui, c'est pas ses copains, ils lui disent quand je vais faire des examens régulièrement, ils disent je suis désolé pour toi, ça doit être compliqué. Il dit non, c'est pas compliqué pour moi, c'est lui là le plus emmerdé, c'est lui qui vit les trucs. Ouais. Moi je suis là, c'est mon enfant, ça me fait mal bien sûr, mais c'est lui le principal concerné. Mais en tout cas pour moi on était tous les trois. Ouais. Et en plus, il y a des statistiques qui prouvent que si un enfant est bien entouré par ses parents, Dans il a l'épreuve, il a beaucoup plus de chances de s'en beaucoup sortir. plus de chances. Ouais. Beaucoup plus. Et du coup, tu connais donc d'autres gens, d'autres gars ou d'autres meufs qui sont passés par là et pour qui il n'y a pas eu ce soutien familial soudé? De ce que je me souviens, c'est un peu loin et je pense que mon cerveau, il a un Ouais. peu effacé des trucs, mais
pas pour moi, mais plus pour les gens qui étaient à côté de moi, parce que les chambres étaient par deux. Ouais. Donc on voyait, on était avec d'autres gens. Moi, ce qui m'a le plus marqué de toute ma vie, je pense, c'est mon père dormait avec moi Ok. tous les soirs. Tous les soirs, pendant 5 semaines. Non, pendant à chaque fois que j'allais à l'hôpital, il dormait Ok. avec moi. Il ramenait un D'accord. matelas, il dormait avec moi. Ok. Mais au début, quand t'as été à l'hôpital Tout le temps. pendant 5 semaines, Tout le il a tous les soirs dormi Tous les avec toi. soirs. Tous les soirs, mais même tout le temps. Et il Il y a- travaillait pas? Si, mais il travaillait, mais il n'avait pas la tête à ça. Il a mis à son travail pendant 2 ans. Il est à son compte, Mhm. donc il pouvait mettre de côté. Et ma mère, elle avait pas de travail à ce moment-là. Ce qui m'a le plus choqué, mais vraiment, c'est j'ai vu un bébé de 3 mois, sourd, muet, avec une leucémie. Et les parents n'étaient jamais là. C'est un bébé de 3 mois. Les parents étaient pas là parce qu'ils étaient sourds muets aussi. Ok. C'est génétique. Mais quel rapport avec le fait Et- d'être là ou pas? Et je sais pas pourquoi ils étaient jamais là. Ok. Ils étaient là 2 heures par jour. Et après, alors sûrement ils travaillaient. Ouais. Je dis pas le contraire. Mais le soir, ils étaient pas là avec leur bébé, etc. Et comme il est sourd et muet, bah, quand il pleure, tu l'entends pas. En fait, t'entends des gloussements, t'entends des choses. Ok. T'entends un bébé, comme s'il suffoquait. Ok. Et en fait, on était tellement... Lui, il était muet, genre il pouvait pas avoir de timbre de voix. Ouais, C'était ce muet-là. ouais. Ok. Et en fait, on était avec mes parents, je m'en souviens, on était en détresse. C'est mon père qui s'occupait du gosse la nuit, qui éteignait ses seringues, etc. Parce que ses seringues sonnent la nuit, elle les appelait les infirmières. Et parce que les parents n'étaient pas présents. Et en fait, Ouais. ça nous a dit, waouh, on n'est pas comme ça. Ouais. On n'est pas comme ça. Et quand l'enfant il a 3 mois, un peu avec lui, quoi. C'est Ouais. bien, t'es ton enfant. Mais tu vois, il y Peu a- importe après- l'âge. Hein. Après, je dis bien, comme je l'ai dit, il y a plein de sortes de maladies et il y a plein de gens qui réagissent différemment. Nous, par exemple, on faisait des conneries, mais quand je te dis des conneries, on faisait des vraies conneries à l'hôpital. Ouais. Moi, je suis arrivé le 9 décembre, le 25, c'était le Noël. Ouais. Mes parents, ils ont sabré le champagne avec moi, j'étais dans ma chambre, mais ils ont sabré le champagne avec toute l'équipe, Tout tout le le corps staff, infirmier. et ils se sont défoncé la tronche. Ok. Parce que ils voulaient pas se laisser abattre. Ouais. Ils voulaient pas être tristes. Ouais. Tu vois? Oui, parce que en le vivant dans le moment présent, bon bah voilà, ça c'est ton état. On peut pas le changer là maintenant. On peut juste continuer à rester soudé, à être heureux. Et si tu perds espoir, et si tu deviens triste, et si tu lâches, c'est là que c'est la fin. C'est là que c'est la merde. Ouais, je pense. Mais après les gens, tu vois, il y a d'autres gens qui Ouais. réagissent différemment. Il y a des gens qui se raccrochent à des choses normales entre guillemets, de la vie. Par exemple, j'ai été avec quelqu'un, ses parents voulaient absolument qu'il continue l'école. Moi, j'ai arrêté l'école pendant 1 an. Enfin, j'ai pas arrêté, mais j'ai juste mis en suspens ma Ouais. vie scolaire. Et il y a des gens, la mère de cet enfant, elle voulait absolument qu'il travaille tous les jours, Ouais. mais de 9h à 17h. Ouais, d'accord. Parce qu'il voulait se raccrocher, tu vois. Se raccrocher, ouais, pour continuer à garder la vie normale absolument. Parce Ouais. que, ouais. Tu sais que tu parles de Noël. Moi, c'est à Noël que j'ai appris que t'avais été malade. Tu m'en Ouais. avais jamais parlé. Jamais. Alors qu'on se connaissait depuis quelques mois déjà. Ouais, bah... Depuis, je pense, on s'est rencontrés en septembre ou en octobre. Ouais, on s'est rencontrés en octobre-novembre. Ouais. De- Et moi, je me retrouve à Noël avec Princesse Margot. Qu'on salue. Et qu'on salue, bien sûr, qui est une association qui soutient les enfants atteints du cancer et aussi leurs familles. Et comment on dit? Pas patronne, mais Ouais. la fondatrice. La fondatrice de cette association vient me voir pendant qu'on faisait donc le Noël des enfants à l'hôpital avec Mathias à l'époque, vient me voir et me dit, tu sais, je vois dans tes stories Paul Goldman, c'était un des premiers ou le premier enfant de l'association. Un des premiers. Ouais, un des premiers et tu le salueras et tout. Et moi, je me dis, wow, mais j'en savais rien du tout. Il y a Bon, on se des- connaissait pas depuis hyper longtemps aussi. En fait, ça dépend. Moi, j'ai pas de mal à le dire, c'est pour ça que Ouais. je le fais aujourd'hui. Mais parce Mais que c'est pas ça- ce que tu dis direct quand tu Non, rencontres voilà. quelqu'un, quoi. Je Voilà. pense pas que c'est la première Exactement. chose à dire dans le mettre dans le CV. j'ai envie de Voilà. te dire. Voilà, du coup ça faisait 1 mois et demi qu'on se connaissait, mais quand même, tu vois, moi je me suis dit wow. Et je crois pas que je t'en ai parlé direct après, Non. c'est toi qui m'en as parlé et je t'ai dit bah ouais, J'avais répondu à ta story. Ouais. J'ai dit, je connais, embrasse Voilà. Muriel et tout. Ouais. Et j'avais pas donné plus d'explications que ça. Ouais. Et après, on s'était revus. Et je t'avais dit, bon, alors tu sais, Muriel, je la connais parce que ceci, cela. Et voilà. Ouais, c'est ça, exactement. Mais j'en parle, je pense que c'est bien. Moi, ça fait. Il y a des gens qui réagissent différemment. Tu vois, c'est vraiment. Ouais. C'est ça qu'on s'en rend compte. Tout le monde réagit différemment. Et ça se ressent même dans la maladie. Tout le monde réagit différemment. Moi, c'était tellement jeune et tellement un moment très important dans ma vie où c'est le moment où tu passes de enfant à adolescent. Parce que Ouais, il ça y a t'est plein de choses qui se 11 passent dans. à 14 ans, donc ça fait toute ma vie, ça fait l'homme que je suis aujourd'hui, tu Ouais. vois. Donc je n'ai pas de mal à en parler,
ça fait partie de moi, je me le suis fait tatouer, tu vois, c'est vraiment ancré en moi. Donc, mais je pensais que, tu vois, fallait prendre le temps, tu vois, c'est Ouais, pas des bien choses sûr. qu'on dit comme ça, je prends pas ça à la légère, je prends ça plus légèrement peut-être que les autres, mais je suis quand même là à en parler aisément, tu vois, Ouais, ouais. à des gens. À chaque fois qu'on en parle, ça me rappelle le jour où justement on avait fait ce Noël-là. Il y avait un garçon de, je sais pas, 14 ans, un truc comme ça, quoi, qui intégrait justement l'hôpital et qui venait de découvrir qu'il était atteint d'une de ces maladies liées au cancer. Pour moi, c'était vraiment bouleversant, tu vois, de voir ça. Qui est, je pense, le plus bouleversant, c'est pas de la naïveté, c'est ce côté enfantin où l'enfant il se rend pas compte. Il est pas naïf, mais il se rend pas compte de ce que c'est la mort, Ouais. en fait. Et c'est l'impression que j'avais pas l'impression de passer ma journée avec des enfants conscients de la maladie, conscients de la menace de la mort. Tu vois ce que je veux dire? J'avais pas du tout cette impression. J'avais l'impression de passer avec des enfants. C'est Tu tout. vois? Juste des enfants. Souriant. Ouais, souriants, qui jouaient, qui étaient là, qui voulaient des cadeaux, des bonbons, des machins. Que c'est des conneries et tout. Exactement. Et en fait, pour moi, c'était hyper facile, du coup, de passer ce temps-là avec eux, parce que, en fait, j'étais comme avec mes petites nièces et mes petits neveux, tu vois. Ça devient quelque chose de pas facultatif, mais tu vois, qu'on a mis sur le côté. Ouais, exactement. Exactement. Et je me rappelle qu'il y avait une miss qui était là aussi et qui, elle, arrêtait pas d'en parler, tu vois. Et toi, tu as quelle maladie? Enfin, et moi, je me disais, mais c'est pas du tout comme ça que j'ai envie de vivre ce truc et c'est pas du tout comme ça que j'ai envie de leur faire vivre ce truc, tu vois. Il y a un autre sujet qui est ça, c'est, je pense qu'on pourra en reparler un peu après, le regard des autres. Ça m'a énormément Bon, on peut en parler bouleversé. Oui, si tu veux. Le regard des autres, ça a été très bizarre pour moi parce que tu te rends compte que le monde est un peu plus méchant que ce qu'il paraît quand t'es enfant, que c'est pas le monde de la princesse, du prince, etc., que c'est un peu plus méchant. Et quand t'as quelque chose qui se voit autant, qui est le cancer, parce que ça se voit quand tu perds tes cheveux, que tu n'as plus de sourcils, plus de cils, que tu grossis parce que tu prends énormément de médicaments qui font grossir, et que tu es blanc comme un caillou, et que en plus t'as un masque, le regard des gens, il est très 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 dur. Ouais. Il est pas dur. En fait, est-ce que c'est pas même presque plus dur que la maladie en elle-même, dont finalement, comme tu dis, tu te rends pas forcément 100% compte, et puis de toute façon, c'est ton bateau et ta tempête, tu vois. Et le regard des autres, moi je me souviens, j'étais dans ma voiture, et dans la voiture, quand les gens ils passent au passage piéton, ils regardent la voiture, et ils m'ont vu, et ils continuent à marcher, ils me regardaient tous, j'en avais 3-4 qui, pendant juste un feu, t'en as 3-4 qui te regardent. Après, il y a des gens, ils peuvent parler de ce moment-là. Ils peuvent s'énerver. Moi je m'énervais pas, je les regardais. Je les regardais, mais avec insistance, tu vois. Ok, j'ai et alors. Ok, j'ai alors. Et en fait, c'est aussi pour ça que je voudrais en parler aujourd'hui. Même moi aujourd'hui, en ayant ce que j'ai vécu, en étant passé, quand je rencontre quelqu'un qui est soit handicapé, soit qui a quelque chose, je ne sais même pas moi-même comment me comporter avec. C'est fou de dire ça. Je ne sais. Je sais. En fait, c'est parce que je sais que le mal que ça peut faire. Moi, je suis passé de 30 kilos à 80 kilos en 3 mois. Tu vois, j'ai énormément pris à cause de la cortisone. Je suis devenu un ballon d'eau. Et quand tu vois un enfant, parce que je faisais vraiment enfant à cette époque-là, sans cheveux, très très gros comme ça, je comprends la curiosité humaine. Mais je comprends pas le regard méchant et le regard insistant. Ouais, mais alors, du coup, toi qui vivais ça et qui finalement presque aurait voulu que les gens se comportent pas différemment avec toi qu'avec les autres, pourquoi toi aujourd'hui quand tu croises une personne comme ça, juste moi c'est vraiment ça mon attitude, c'est-à-dire je vais faire abstraction de ta maladie, de ta différence, de ton handicap, de tout ça, et je vais juste rigoler avec toi comme je rigolerais avec n'importe qui. Je n'arrive pas. T'arrives pas? Je n'arrive pas. Ok. Je sais pas pourquoi, mais je n'arrive pas. Ouais. Peut-être que t'es trop touché. Ouais, t'es trop touché par ça. Je me sens hyper mal à l'aise. Ouais. Tu vois, tu vois, enfermé dans quelque chose. Tu vois, je me sens vraiment. C'est physique. Est-ce qu'aujourd'hui, du coup, ça te permet presque de te sentir comme ça te permet presque d'excuser le regard des autres qui, toi, t'a fait peut-être du mal à l'époque? Moi, je savais que c'était pas volontaire. C'était pas volontaire. C'était pas méchant. C'est comme ça. C'est comme sur le périphérique, quand on a un accident, les gens s'arrêtent. Enfin, ils se ralentissent parce que c'est la curiosité humaine. Ouais. C'est comme ça. Bien sûr, on apprend toujours des choses avec le temps, tu vois. Mais le regard des autres, il est
il est vachement compliqué quand on est malade. Ouais. Et je Mais- pense à tous âges. Ouais. C'est-à-dire pas uniquement parce que t'avais 11 ans et pas uniquement parce que le fait d'être jeune faisait que peut-être le regard des autres était même plus dur que la maladie. Je pense même plus tard, même quand on est adulte, Bah, je sais c'est pas, une grande partie de la souffrance, je pense. il y a beaucoup d'adultes qui le disent pas. Ouais, Par peur que les gens changent. Moi, j'ai des gens que je connaissais, ouais, parce que quand je suis tombé malade, il y a bien sûr le rituel de tous ceux que je connais viennent viennent au moins me voir une fois. Ouais. Ils viennent apporter un cadeau, n'importe quoi, tu Ouais. vois. Donc j'ai dû voir 80 personnes en une semaine. Ils avaient jamais vu ça. Ouais. Vraiment, il y avait eu un défilé, ça Ouais. venait. Et bon, après, il y avait plus personne, tu vois. Ouais. Mais c'est comme ça, c'est un pas un mœurs, mais tu vois, c'est un... ouais, c'est un genre de coutume, quoi. Ouais, Il voilà. faut le faire. Faut le faire. Ouais, un devoir. C'est exactement un devoir. Ils l'ont vécu comme ça, certainement. Ouais, je pense aussi. Et il y a quelques personnes de mon école qui sont venues. Ok, Mais pas celles que je pensais. d'accord. C'est Intéressant. drôle, hein. Ouais. Il y a des Alors, gens quels et les gens que T'arrives je à pensais, identifier un peu Ouais, le profil ouais, des ouais. gens qui sont venus? Ça, c'est intéressant. je pense que c'est surtout les parents. tu Ok. vois. C'est les parents L'éducation. qui disent, ouais. Non, Ouais. c'est les parents qui disent, tu Ok. vas y aller, Ouais, tu vas le faire. donc, ouais. C'est l'éducation. Ouais. Et il y a des parents que je connais, ils ont dit, tu ne vas plus lui parler parce que ça peut être contagieux. Oh là là, oh l'ignorance, mon Dieu. Pas ça peut être contagieux, la maladie, je pense aujourd'hui, c'est pas la maladie, c'est un peu le mauvais œil. Ouais, le mal. Le mal, Ouais. l'énergie, la mort, Ouais. les trucs comme ça. Tu ne vas pas lui parler. Ouais, mauvaise énergie. Ouais. Mon Dieu. Et en fait, tu te rends compte que des gens comme ça, au début, tu es en colère, bien évidemment. Bien évidemment, on est en colère parce qu'on était attaché à ces gens. À 11 ans, on est attaché, c'était des personnes assez proches de moi. Bon, on est attaché. Mais avec le temps, tu te dis, bon, finalement, peut-être pas une mauvaise chose, tu vois, s'ils pensaient ça. C'est que peut-être dans 30 ans, si on avait été vraiment proche, que finalement, dans 30 ans, il sera pas là, si ça m'arrivait dans 30 ans. Ouais, exactement. Donc, mieux vaut qu'ils se tu distancient tôt que Ouais. tôt que tard. Waouh, je suis vraiment bon en podcast, moi. Moi aussi, je sens ça. Non, mais mieux vaut maintenant que plus tard. Oui. Et une fois que toi, tu as tissé un lien émotionnel Ouais. de ton côté avec eux et que du coup, tu es très déçu, quoi. Peut-être. Assez. Ouais. Maintenant, ça veut pas dire que les gens avec qui tu vas tisser des liens émotionnels non, mais non. maintenant Bien sûr que non. viendraient. Non, mais tu vois, c'est à ce moment-là de sa vie où c'est très compliqué. Moi, Mm. on voit, tu vois, ça m'a appris quelque chose. C'est pas parce que je vois pas quelqu'un ou un moment dans sa vie qui est important, qui est mal, c'est pas à ce moment-là qu'il faut le lâcher. Même s'il a pas été là, pendant que toi, ça n'a pas été peut-être moins bien, peut-être il le savait pas, peut-être il savait pas comment réagir. Parce que j'ai vécu ça aussi, parfois, je me dis, j'aurais bien aimé qu'il le fasse à ma place. Ouais. Tu vois. Non, bien sûr. Non, c'est fou parce que toi, en plus, ça t'est arrivé au moment où un humain se construit. Au Exactement. moment où un humain devient un humain, tu vois. Un enfant devient un homme. Ouais, un homme. C'est ce moment, c'est vraiment à ce moment-là que tout se construit, que toutes les petites bribes de ton enfance, elles se mettent, tu vois, elles se construisent, elles se fortifient, et c'est là où ça va te dire, ok, je veux devenir cet homme avec ses briques. Ouais. Est-ce que parfois, en tant que enfant comme ça, toi qui, même si t'as pas forcément conscience de la maladie, qui doit traverser toutes ces épreuves, etc., est-ce que en voyant les autres, ceux qui viennent, et puis en pensant aux autres qui vont à l'école, qui continuent à avoir la vie normale, est-ce que t'as ce côté je les envie ou alors pas du tout carrément, même pas ça? Moi. Ouais. Moi, ma vie s'est arrêtée. Mais physiquement et mentalement. Je m'explique. On m'annonce ça, j'arrête l'école, je fais des traitements pendant 9 mois qui marchent pas, donc comme j'expliquais, la maladie résiduelle, elle est trop haute, etc. Et à un moment, on me dit, Paul, va falloir qu'on te greffe. Alors qu'on remette le système à zéro. Ok. Et qu'on recommence un Paul 2.0. Ouais. Et en fait, t'engages un processus de greffe. Ouais. Donc, on fait des tests, on trouve des donneurs. On trouve 3 donneurs compatibles au 10 dixième. Ça veut dire compatible le plus. Le max. Le max. Ouais. C'est très rare d'avoir 3 donneurs. Ok. Donc, on me fait une greffe. La première prend pas parce que j'ai des reins qui sont pas hyper bien, qui n'ont pas évacué tout. Et donc, physiquement, après ça a pris, physiquement, je me suis régénéré. Oui, c'est ça. On me suis régénéré. Et en fait, de 11 à 13 ans, je n'ai pas eu trop de vie sociale. Ouais. J'ai pas eu même 14 ans, j'ai pas eu de vie sociale. J'ai pas eu de vie amoureuse. J'ai pas eu de vie normale. Bon, Donc, en vie fait, amoureuse, moi non plus, de 11 à 13 ans. Non, mais t'as des petites amourettes, tu vois. Attends, Tu vois. Je rigole. Et c'est d'ailleurs les 2 seules années où j'ai pas eu de vie amoureuse.
Et en fait, tu vois, ça s'arrête, ça se met en pause. Ouais. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, il y a. Ça se met en pause, mais tu continues à vivre. Non, parce que tu vois pas le futur. Ouais. Donc, tu mets en pause. Ouais. Et t'as Tu sais pas quand l'impression ça s'arrête. qu'avant, tu voyais le futur? Bah, tu Parce savais que quand t'es enfant, bah, t'es tu pas. vois, oui, mais tu vois que ça va rouler. Ouais, Tes ouais. parents, ils sont vieux. Tu prends exemple sur tes Donc parents. si tu vois pas le futur, ça veut dire que t'as quand même conscience que pour toi, ça va s'arrêter, possiblement. Bah, elle est là, non. Ah, tu vois, c'est fou. Il y a un vrai truc écologique. En fait, spé. moi, j'ai été suivi après. Je préfère parler du après. Après. Ouais, t'inquiète. Mais pour reprendre, il y a une vraie alchimie qui se fait. Moi, pendant que j'étais malade, je n'ai jamais pensé un instant où on m'a laissé croire que j'allais mourir. C'est Ok. super important à dire, ou peut-être c'est super important pour moi de le dire, parce que ce soit les infirmières, que ce soit les docteurs, dans les mauvaises, pas décisions, mais les mauvaises, tu vois, les mauvaises nouvelles, Ouais. ils m'ont laissé penser que ça allait être la fin. Jamais. Jamais. Ok. Bien sûr, c'est parce que ça n'a pas été la fin. Ouais. Mais laisser entendre que Ouais. ça pouvait être la fin, ça n'a jamais été fait. Ok. Pas pour moi. Mes parents, c'est autre chose. Ouais. Peut-être Sans- qu'ils étaient plus honnêtes sur les risques avec tes parents. Voilà. Mhm. Je connaissais tout mon dossier médical par cœur. Ok. C'est un mécanisme. Alors, Oui, à ce j'avais moment-là, déjà entendu parler de ça. il y a, en fait, à ce moment-là, il y a dans des grandes maladies, il y a deux voies possibles. Soit tu prends gain de maturité, soit tu redeviens un enfant. Ouais. Moi, la personne qui était un moment à côté de moi, après que j'ai lié d'amitié, elle a un peu plus retourné en enfance. Ok. Elle est restée un enfant, tu vois, elle était un peu plus évasive, etc. Ouais. Moi, j'ai pris l'autre voie. Donc, je connaissais tout par cœur. Ouais. Tout par cœur. Je connaissais même mieux que les médecins parfois, qui prenaient Mhm. mes dossiers, parce que On c'était. m'a déjà parlé de ça. Il y a des internes qui viennent, etc. Je dis non, mais là, j'avais pas eu ça, Ouais, j'ai ouais. eu ça, tu vois. Tu connais les médicaments que Je t'as connais, pris, tout. tu vois. Ouais. Et en fait, Ça m'étonne pas de toi d'avoir été un bon geek de ta maladie. Non, mais je pense aussi c'est pour reprendre un peu le contrôle. Ouais. Tu vois ce que je veux te dire? Dans ce moment là où dans ta vie où t'as pas le contrôle du tout, Hmm. bah tu reprends quelque chose. Tu vois, les gens, on disait tout à l'heure, bah ils s'accrochent à des moments normaux de la vie, tu vois, des éléments normaux de la vie, soit l'éducation, que ce soit le sport, que ce soit Ouais. n'importe quelle chose. Bah moi, ça a été les jeux vidéo et savoir tout de ma maladie. Ouais. Tout. Si je savais tout, je pouvais peut-être. Tu pouvais pas faire d'erreur. Mais c'est pas moi qui prenais les décisions. Oui, mais t'as pas confiance en quelqu'un d'autre. T'as jamais eu une confiance totale en quelqu'un d'autre. Sur les médecins, c'est. Ouais. Ouais, tu l'accordes la confiance Ouais. sur des Mais trucs je veux comme dire, ça. c'est un truc rassurant de se dire je connais tout dessus. Ça veut dire que si à un moment je vois un détail qui est pas correct, je pourrais le dire et j'aurais pas fait une erreur qui pourrait, tu vois, me nuire. Bien sûr. Ouais. Et même, il y a trop de choses que je connaissais. En fait, je connaissais trop, limite, tu vois. Ouais. Je connaissais trop, j'étais trop attentif. Ouais. Et parfois, on s'énervait avec. Non, mais c'était pas comme ça. Tu vois, tu t'énerves, Ouais. C'est rare les fois où on s'énervait, mais Mhm. les peu de fois où on s'énerve, c'est assez traumatisant. Ouais, dans ce moment-là, j'imagine, ouais. Moi, si je devais tout te raconter, les étapes, mais moi, donc à un moment, il y avait, par exemple, on fait, pour analyser ce qu'il y a dans le liquide du cerveau, Ouais. on fait ce qu'on appelle Un encéphalo. non, c'est, tu sais, là, une piqûre dans le dos. Ah, une Ponction lombaire. ponction lombaire, ouais. Hmm. Et on fait une ponction lombaire. C'est des internes qui le font. Les internes sont ceux qui sont en 8e année de médecine. Normalement, Ok. en 8e année de médecine, tu sais à peu près utiliser le bistouri et les éléments. Ouais, la seringue. Ouais, etc. Tu vois. Et en fait, il s'avère que la personne, elle n'arrivait pas à trouver ma vertèbre. Donc, elle a cherché. Moi, je hurle parce que. Ouais. Sauf que t'es à la. Parce qu'elle farfouille. Elle farfouille, mais sauf que t'es, tu vois, dans la colonne vertébrale. T'es dans la colonne vertébrale. Ouais. Donc, dans la colonne vertébrale. Oui, pas très agréable de se faire farfouiller. Et c'est surtout que. Il y a si d'autres j'avais- endroits qui sont pas très agréables Oui, de se faire aussi. farfouiller. Aussi. Mais c'est surtout qu'il y a tous les nerfs qui conduisent aux jambes et risque de paralysie. Non, mais ouais. Et le mec arrive pas à trouver. Mon père était dehors. Il sort avec la seringue comme ça et les mains en sang et dit j'arrive pas à trouver, faut appeler un docteur. Oh là là. Devant mon père. Mon père qui n'aime pas le sang, qui n'aime pas les piqûres, qui Qui m'entend s'évanouit. hurler. Non, il lui a hurlé dessus. Oh Mon là. père il frappe pas. Ok. Mais si ça avait été quelqu'un d'autre, je pense qu'il le massacrait de coup. Hmm. T'entends ton gosse qui hurle dans la chambre. Oh mon dieu. Le quelle mec qui horreur. sort avec les gants comme ça et la piqûre comme ça et le sang et il dit j'arrive Oh. pas à trouver. Vous pouvez m'appeler un médecin. Parfois, tu as des histoires comme ça, j'en ai des Ouais. tonnes, tu vois. Et toi, t'es en douleur. T'es Ouais. en enfer. Non, t'as des médicaments, t'as plein de médicaments Ouais, qui t'aident mais à. moi, je me suis fait arracher une dent là l'autre jour. J'en menais pas large.
Ouais. Bah après t'as une notion de la douleur et de la. Tu relatives énormément sur les douleurs, Hmm. sur les choses, sur les médicaments, quand on t'annonce que ce médicament il peut niquer tes reins, bon bah d'accord, faut le prendre le Ouais. médicament, tu vois. Ouais. Ah oui, pas le choix, quoi. Pas le Ouais. choix quoi. Mm. Donc tu vois, on est obligé de faire le mélogramme, ça fait mal. Bah ok, on va te donner triple injection de morphine, d'Atarax, de tranquillisant et un peu de gaz hilarant et tu vas le faire. Hmm. Bah ouais, tu vas le faire, t'es obligé. Toutes ces épreuves que tu rencontres à cet âge de développement de l'homme, en fait, ça modifie tout ton système de valeurs, etc. Et par rapport à une personne qui va grandir facilement sans aucun problème. Par rapport à la douleur, par rapport à la perception de la mort, par rapport Ouais. à la vie dans le moment présent, etc. Vous êtes suivi? Il y a des psys? Il y a Alors, mais moi, je voyais des psys avant de tomber malade, par mes parents, pas parce que mes parents, etc. Ok. Et donc, j'ai jamais eu. Il y a beaucoup de gens qui ont peur des psys, Ok. de raconter leur vie. Moi, j'ai Ouais. jamais eu peur, Ouais. parce que j'étais habitué. Et j'ai été suivi par un docteur un pédopsychiatre. Donc, pédo, c'est pour les enfants pédiatriques, qui est spécialisé dans les maladies graves Ok. chez l'enfant, D'accord. qui me suit encore. Et Il y a un accompagnement si tard après. ouais, Ouais. même si je suis plus enfant, non, je suis Ok. plus enfant parce qu'à 18 ans ça s'arrête. C'est- Il continue à me voir parce que c'est une cellule spéciale pour les. C'est pas toi qui veux, c'est. Non, c'est un moi. truc- Si moi je peux, là je le vois plus. Par Ok. exemple, si un jour j'ai vraiment un coup de mouche, je peux l'appeler, lui dire j'ai besoin d'un rendez-vous. D'accord. Ça je le sais le faire. Et Ok. il sait que je sais le faire. Sinon il aurait continué, tu Hmm. vois. J'ai Ça t'est déjà arrivé? Ouais. 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 Ça arrive dans quel genre de moment, ça? Bah, quand tout un peu autour de toi est un peu instable avec tes amis, avec tes relations amoureuses, etc. Tu vois, ça. Donc, comme pour tout le monde. Comme pour tout le monde, Ok. sauf que là, tu remets. Il y a des idées noires qui reviennent, tu Ouais, vois. ouais. Moi, donc j'ai commencé, après 14 ans, j'ai commencé à aller voir ce psy pour en parler, etc. Parce que aussi, ça se passait, tu vois, après tant d'amour et de cocooning autour de moi, Eh bah, mes parents ont commencé à reprendre leur vie, Ouais. tu vois, à revoir des anxiétés du travail, etc. Donc, dans ma sphère familiale, ça a un peu explosé à un moment. Ouais. Tu vois. En fait, ce que tu ressens, c'est ah bah maintenant je suis plus malade, on m'aime plus. Il y a On il y a aime moins. ça et Ouais. il y a aussi non, il y a pas que ça, c'est pas que ça, il y a tu vois, j'étais mal dans ma peau, j'ai eu moins confiance en moi, T'as eu et- moins confiance en toi que Ouais. pendant la maladie. ouais, beaucoup moins confiance. Alors comment tu expliques ça? Pas parce que j'étais gros. Ah ouais. Et le regard Juste- des autres. Ok, physique. J'étais différent psychologiquement et physiquement des autres. C'est-à-dire psychologiquement, moi, je me posais beaucoup plus de questions sur les répercussions que ça allait avoir et des risques et ces trucs que machin que mes amis. Et physiquement, bah, j'allais pas faire un foot avec mes potes au début. Ouais. Tu vois, un jour, j'ai voulu lancer une balle, j'ai perdu l'équilibre, je suis tombé, je me suis cassé la main. Ah ouais, d'accord. Tu vois. Ouais. Donc, il y a des trucs où tu te dis, non, je peux pas le faire parce que, tu vois, ça te rattache. Ouais. Toi, en fait, toute ta vie, tu vas être attaché à ça. Il Ouais. n'y a pas un moment où tu vas pas être attaché à ça. Ah ouais, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, tu vas Ouais. être attaché à ça. Hmm. Même que, parce que grâce à un merveilleux système qu'est la France, on a beaucoup investi sur moi, c'est gratuit, c'est la France qui a payé. Et aujourd'hui, bah, ils capitalisent, tu vois, donc ils disent, bah, on va le suivre parce que on va le prendre plus. Ouais. S'il y a une autre merde, bah, on va le prendre plus à temps quand même. Pas qu'on ait investi tout ça pour rien. C'est ça. C'est d'ailleurs pour ça que je m'appelle Goldman. C'est assez compliqué. Et donc, quand je suis ce psychiatre, donc qui peut administrer des médicaments, au début, je prenais. Pourquoi j'étais aussi psychologiquement instable, c'est parce que pendant plusieurs mois, pour un peu m'évader, Mhm. j'ai pris de la morphine, D'accord. sans que d'avoir mal. Tu leur disais que t'avais mal et ils t'en donnaient? Ah, Bill, Paul Goldman. Ils le savaient. Il t'en reste encore un peu? Je Non. le prendrais bien. Je déconne. Mais ils savaient tous Que t'avais pas mal. que j'avais pas mal. Comment ils pouvaient savoir que t'avais pas mal? Il y avait aucune raison que t'aies mal. Voilà. Il n'y avait aucune raison que j'ai mal. Ouais, d'accord. Et en fait, la greffe, pourquoi j'ai eu ça? Parce que la greffe, normalement, ça dure 3 semaines, 1 mois et demi, max. Je suis resté 4 mois. Ok. 4 mois enfermé dans un box, sans sortir de mon lit, sans sortir du cadre qui était autour de mon lit. Donc, j'avais un lit de 3 mètres carrés. J'avais un cadre de 3 mètres carrés. Je pouvais pas sortir. Ok. Et donc, tu skis. Ouais. Tu manges pas. Tu regardes des séries à longueur de journée. En fait, tu broies de plus en plus de noir. En fait, Ouais. et en plus, il y a d'autres choses. En fait, c'est une cellule, au 5e étage, c'était à Robert Debré, la greffe, un autre hôpital spécialisé dans ça. Et c'est tout au fond. Ouais. Et en fait, il y a 4 chambres qui sont pareilles. Mhm.
Et ma mère, elle me disait, ah bah il y en a un nouveau, il est parti. Ah il y en a un nouveau, il est parti. Ouais. Il y en a un nouveau. Et pourquoi moi je pars jamais? Exactement. Ouais. C'est pourquoi moi Et en fait, tu bois de plus en plus du noir. Et en fait, quand tu trouves ce médicament, bah tu planes pendant 7 heures, c'est incroyable. Ouais, ça fait Mais passer le temps, quoi. Ça fait énormément Comme passer les le gens temps. qui ont rien à faire et qui fument des joints, quoi. C'est exactement ça. Ouais. Et en fait, tu te dis, bah, ouais, bah, ok, bah, je vais utiliser ce pouvoir, tu vois, Ouais. ce truc. Et ça m'a fait tellement du bien, mais tellement Du coup, du t'as mal. 14 ans et t'es accro à la morphine, quoi. Accro. Ouais. Et en fait, ils disent que c'était pas de la morphine, c'était du Nuban, c'est un dérivé. C'est un D'accord. opiacé aussi très très fort. Et celui-là, chez les enfants de cet âge, il est hyper addictif. Hyper addictif. C'est vraiment Ouais. impressionnant. Mais c'est fou. Et au bout de 4 mois, Pourquoi bah, ils utilisent ça si c'est hyper addictif? c'est hyper puissant. Parce que c'est le meilleur. Non, c'est le morphine la meilleure, mais c'est juste Ok. en dessous, tu vois. Ouais, d'accord. En fait, l'opiacé, c'est trois niveaux. Il y a 0, c'est le Doliprane. Le 1, c'est la codéine. Le 2, c'est le Nuban. Le 3, c'est la morphine. Tu D'accord, vois, En ok. termes de niveau, c'est Ok. à peu près ça. Le morphine, c'est maximum. Ouais. C'est vraiment pour les grosses pathologies, tu Ouais. vois. Parce que moi, je prenais ça parce que comme on m'avait mis énormément de chimio et de choses comme ça, j'ai vomi mon tube intestinal. Mon tube Ok. intestinal, il partait en lambeaux. D'accord. Avec la chimiothérapie, Ouais. c'est comme ça, parce que ça détruit toutes les cellules qui sont en multiplication rapide, cheveux, ongles, cils, sourcils, et aussi l'intérieur du tube Ouais. digestif. Mais alors, du coup, comment ça se passe? Comment tu peux manger? Bah, je mange pas. T'es sous perfusion Ah non, avec oui, Ouais. avec des nutriments, des choses Ouais, comme ça, d'accord. tu vois. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, cette poche coûte 3000 euros. Une poche, ça coûte 3000 euros. La Juste- poche des perfusions? Non, ouais, la poche de nutriments, etc., ça coûte 3000 euros. Et ça dure combien de temps? 2 heures, ça dure une journée. Waouh, 3000 € par jour? Ça, c'est un médicament, c'est un parmi tant d'autres, hein. Oh là là. C'est waouh. un parmi tant d'autres. Si on devait faire une estimation, on a estimé à 1,5 million, hein, à peu près ce que ça a coûté. À peu de choses près. Que j'ai coûté à la Sécu, c'est 1,5 million. Goldman. Ouais, voilà. Tout est dit. Et en fait, Cet homme vaut de l'or. Je exactement. suis content de l'avoir entre mes mains. Et du coup, en fait, moi, j'avais pas mal. Mhm. Ils avaient jamais vu ça de leur vie. Ok. Dans tout le service et tous les grands médecins, ils ont dit, on n'a jamais vu un enfant. Normalement, l'échelle, ils disent que c'est proche de l'accouchement, tellement ça fait Ok. mal. Ouais. Et je n'avais absolument pas mal, c'est-à-dire que j'avais 0. 0, c'est juste les peaux ressortaient, il y avait du sang qui coulait, fallait enlever, mais ça me faisait pas mal. Hmm. Et en fait, au bout d'un moment, je faisais semblant d'avoir mal. Ça, j'avais ma dose gratuite. Et en fait, donc tu bois du noir. Toutes les gens qui sont à dépendance avec de la morphine, des choses comme ça, Hmm. eh ben, ils sont hyper dépendants. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne fume pas de joint, parce Ouais. que je sais que je peux retomber dedans, mais, Ouais, tu redeviendrais accro. mais je plonge dedans Je te direct. réinviterai pour un podcast sur les addictions aux Avec drogues. plaisir. Avec Ouais, plaisir. ça sera intéressant. Et en fait, tu bois du noir et un jour, je me souviens, le 27 décembre, donc je suis arrivé en début octobre. Donc là, ça faisait 3 mois et demi que j'y étais. Ils arrivent, ils me disent, Paul, on arrête tout, du jour au lendemain. Sauf que va dire à un drogué que t'arrêtes la Ouais. gamme du jour au lendemain quand on a fait pendant 4 mois. Ouais. Donc j'ai fait 6 Atarax. Le même soir, à 5h du matin, j'étais à 6 Atarax, c'est les anti-anxiolytiques. Ok. Les gouttes pour les accros, là, il y a des Ouais, gouttes comme ça. c'est ça, en fait, t'étais en détox. Je me tapais la tête contre les murs, je me grattais les veines. J'étais en manque, tu vois. Waouh. En vrai manque. Pendant 3 jours, j'étais en manque. Et après, je suis ressorti. Après, ça Ouais. allait mieux. Et ils m'ont dit, bah maintenant que t'es plus en manque, on va vérifier. Normalement, tu devrais sortir. Et je suis sorti pour la nouvelle année. Je suis sorti le 1er janvier. Est-ce que le fait d'avoir été addict va avoir un effet de plus favoriser le fait de devenir addict, par exemple, Ouais. à l'alcool ou machin, ou moins? N'importe. Plus. N'importe Tu vas laquelle être plus vas susceptible ouais. de développer des addictions. Ouais. Ok. Mais particulièrement pour les opioïdes. Moi, c'est la dernière fois que je te paye un verre, Paul Goldman, je te le dis. Alors Après, ça, la raison ça serait trop fait marrant que... que tu dises, tu m'as jamais payé un verre. Si tu veux. Tu m'as jamais payé un verre, hein, de toute façon. La pince. Vous la connaissez. Ok, ouais, c'est... Et donc, c'est pour ça que après j'ai pris des Atarax parce que j'arrivais pas à m'endormir sans. Tu vois. Ouais, ouais. Et je suivais aussi un pédopsychiatre pour ça, tu vois, pour qu'ils m'en prescrivent, pour suivre que ça allait bien aussi. Ouais. Que dans ma tête, tout fonctionnait Et bien. les tu vois. Atarax, c'est pas addictif? Non, Ok. c'est juste un anti-anxiolytique. Ok. Mais tu peux être addictif à le fait de pas du médicament, mais de l'effet psychotrope, enfin pas psychotrope, mais Ouais, de l'effet que ça peut avoir ouais, sur le ton fait corps. de ne pas avoir d'angoisse, quoi.
C'est ça. Hmm. Et un jour, donc j'ai vu ce médecin très régulièrement et il y a eu un vrai suivi surtout sur, ok, ta vie elle s'est arrêtée, mais les gens ont continué d'avancer. Donc tu n'as plus les mêmes délires qu'à 11 ans. Il faut que tu vois, Tu as du temps à rattraper, quoi. Ouais. Ouais. Et surtout sur les amitiés. C'est pour ça que moi je dis, bah tu vois, de 11 ans à 13 ans, tu te fais tes meilleurs amis, ceux que tu vas faire pour toute ta vie un peu. En tout cas, tu te fais un cercle proche déjà. Ouais. De 13 à 17 ans, tu commences tes premiers amours. Ouais. Puis après, tu continues, tu vois. Ouais. Tu commences à avoir de la maturité, etc. Moi, j'ai loupé ce coche. Ouais. Donc, j'ai dû rattraper. Ouais. Donc, tu vois, de mes 14 à 18 ans, j'ai fait mes meilleurs potes, ceux que je sais que je vais continuer longtemps, tu vois. Ouais. Et puis après, il va falloir que je fasse mes premiers amours. Donc, j'ai eu mes premiers amours. Ah, ça, c'est déjà fait? Ouais. Oh, Paul Goldman. Et Il se rattrape bien aux The Flower en ce moment. Et mes premières déceptions aussi, tu vois. Donc tout ça fait oui, que... bien sûr. Et en plus, il faut pas que mes... Comme il y a aussi... j'ai eu un effet psychologique où j'ai eu beaucoup de colère en moi. Hmm. Tu vois, d'énervement. Sentiment d'injustice. Ouais, tu vois, de colère contre n'importe qui. Ouais, après. Ouais. Et du coup, tu vois, il fallait gérer le fait que faut que je me retrouve des amis, que j'ai énormément de colère, de pas m'énerver trop contre eux, parce que c'est mes proches, et que je peux pas m'énerver contre ma famille, parce que c'est eux qui étaient là le plus présents, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tu vois, il y a Elle était due à quoi, tu penses, cette colère? Je sais pas. Pourtant, je sais que c'est la faute de personne, mais j'avais une colère. Et je l'ai encore aujourd'hui. Et une colère que tu n'avais pas pendant que tu étais malade? Non, jamais. Est-ce que ça peut venir du fait que, une fois que tu l'es plus, bah, peut-être il n'y a plus la même attention de la part des autres? Non, pas de l'attention de la part des autres. Je pense que déjà, tu réalises ce que tu as passé. En fait, quand j'ai vers 14 et demi, j'ai eu une nuit, une très très grosse crise de panique. Mais une très très grosse. Alors, je prenais des anxiolytiques. J'ai une très très grosse. Genre... je me réveille en plein cauchemar, j'ai cru que mon cœur allait s'arrêter, tu vois. Ouais. Et en fait, j'en ai parlé au pédopsychiatre et il me dit, bah en fait, tu viens de passer le trou. Ton corps, ton esprit vient de comprendre qu'il avait passé le trou dans lequel t'étais et vient de voir quel trou tu viens de passer. Quelle étape tu viens de passer. Et il se rend compte... Il se rend compte maintenant que pendant tout ce temps-là, t'aurais pu crever. Ouais. Et après, j'ai compris. Tu vois, après, j'ai passé un autre step où tu as de la maturité, tu as de la réflexion autour de ça, tu t'essayes de comprendre. Et encore aujourd'hui, il y a plein de fois où j'arrive pas à dormir à cause de ça parce que je me remémore. Tu vois, j'ai des crises d'angoisse par rapport à la mort et des choses comme ça. Tu vois, il y a énormément de crises d'angoisse autour de la mort parce que t'as tellement côtoyé ça que t'en as peur maintenant d'y retourner. J'ai eu un épisode où j'ai eu ce qu'on appelle une diplopie. Ça veut dire j'ai un des muscles de l'œil droit qui n'a pas fonctionné. Parce que j'ai un cavernome au plein milieu du tronc cérébral. Un cavernome, c'est un truc que tu peux avoir sans que tu le saches. Que tout le monde peut avoir. C'est inoffensif. C'est un épaississement des vaisseaux sanguins. Mais... moi, ça a saigné un petit peu et ça m'a fait ça. Et là, tu t'es dit, waouh, ça recommence. Et non, pire que ça. Je vais voir l'ophtalmo, les trucs comme ça, maintenant, on est habitué. On dit, bah d'abord, on va voir le médecin de ville, ça y a plus. Tu vois, il faut s'enlever aussi de ces trucs où c'est rapport à la maladie. Pas tout de suite, boum, cancérologie, quoi. Tu vois. Sauf que la gentille dame, je lui dis, oui, j'ai eu un cancer. Et c'est là où tu te rends compte qu'il y a des problèmes psychologiques du passé, tu vois, des blessures psychologiques. C'est que elle me dit, je lui dis que j'ai eu un cancer. Elle regarde dans mon œil, elle me dit, je vois rien dans l'œil, c'est peut-être neurologique, vous avez peut-être une tumeur au cerveau. Bam, comme ça. Je sors, je crie dans la rue à ma mère au téléphone. Ouais, elle m'a dit ça. Je pleure. J'ai tellement eu physiquement, j'ai tellement une dose de stress que j'ai eu un zona. C'est un zona. Oui, bien sûr. Un zona, pour ceux qui savent pas, c'est comme de l'herpès, mais en beaucoup plus invasif, beaucoup plus purulent, beaucoup plus. Ça se manifeste beaucoup. Pas juste sur la lèvre. Non, c'est vraiment sur tout. J'avais sur tout le côté gauche du visage. Et en plus, ça attaque les nerfs. Comme Strauss dans H quand son frère y revient. Ah, je le connais pas. Chacun ses rêves. Peut-être un peu jeune pour H. Et tu vois, ça a attaqué mon nerf qui est là et tout, qui est au niveau de ma tête, qui peut traverser mon œil, tout l'arcade et tout, donc ça me faisait mal en plus. Et en fait, tu te rends compte que tu seras toujours particulièrement attentif à ça et blessé par ça. Tu vois, et aujourd'hui, moi, je vais à l'hôpital pour des examens de contrôle. J'essaie de beaucoup relativiser. Cette expérience de ma vie là, par exemple, m'a fait énormément relativiser en disant c'est passé, faut que tu prennes un peu sur toi. Je sais que c'est compliqué. C'est dur de dire je sais que c'est compliqué. Je sais ce que j'ai eu, c'est compliqué, mais ce n'est pas tout le temps à rapport à ça. Ça peut être en rapport à ça.
Sinon, tu rapportes tout à ça. C'est intéressant de se dire que l'épreuve de la maladie, c'est pas les 2 ans à être malade, C'est tout. c'est tout. C'est aujourd'hui, c'est continuer, tu vois. Ouais. Malgré ça, est-ce que aujourd'hui tu te sens plus fort qu'un être humain qui n'aurait pas connu cette épreuve, ou est-ce que tu te sens plus faible et plus vulnérable? Différent. Juste différent, pas d'échelle de Je valeur. suis obligé de dire différent, même s'il faut pas le dire. Je suis obligé de dire différent parce que j'ai une vision qui est différente des autres. Une vision de la vie qui est différente. Une vision de valeur qui est différente. Moi, j'attache des valeurs, par exemple, À certaines choses. à certaines choses que la plupart des gens n'attachent pas. Ouais. C'est pour moi, elles sont importantes. T'as un exemple? Par exemple, moi, l'amitié, pour moi, est très, très importante. Je fais des choses beaucoup plus. Par exemple, je donne beaucoup plus, mais j'attends un minimum. Ouais. Et quand j'ai pas ce minimum, je peux devenir... Mais ça me rend malade, tu vois. Ouais. Il y a des années, au tout début, quand j'ai commencé à avoir une vie sociale, j'ai eu un meilleur ami. Il sortait avec quelqu'un. Je ne comprenais pas l'attention qu'il lui portait. Ok. Tu vois. Et lui, il répondait pas au téléphone. Je l'appelais, il répondait pas, mais il voyait sa meuf. Je comprenais pas. Tu vois, il y avait une connexion qui se faisait pas. Maintenant, maintenant que j'ai 24 ans, 23, je comprends les amours, les trucs Ouais, comme ça. bien Mais sûr. avant, je comprenais pas, tu Ouais. vois. Parce que j'avais loupé le coche Ouais. de l'amitié et après l'amour. Tu vois. Et du coup, dès qu'il y avait ça, grosse crise, j'étais malade, j'avais la gastro, tu vois, ça se répercutait sur mon corps. Ouais. C'était vraiment, ça faisait un cataclysme dans mon corps, tu vois. De jalousie, d'affection. Ouais. Ouais. Parce que j'avais pas confiance en moi, Ouais. les gens me le donnaient pas, donc je suis qui, je suis Ouais. erreur, tu vois. Et en fait, c'est beaucoup d'apprendre sur soi, c'est d'expérience de la vie. C'est en fait je suis différent parce que j'ai une expérience différente, mais je suis un humain comme les autres et je reste un humain comme les autres. Et j'ai un truc différent, mais je suis un humain comme De les toute autres. façon, on est tous différents. On a tous une expérience différente, on a tous une éducation Mais je suis pas différente. plus fort ou plus faible. Ouais. Je suis peut-être plus fort dans certains domaines. Est-ce mais que je suis tu plus faible penses dans que d'autres. tu es plus fort que le Paul Goldman qui n'aurait pas été malade? Non, je suis pas plus fort. Honnêtement, je pense que j'aurais été un vrai connard. Je te jure que c'est vrai. Ah ouais? J'allais aller sur la piste du vrai connard. Ouais. Je m'étais entouré de mauvaises personnes. C'est fou de dire ça, genre alors que le truc t'est arrivé à 11 ans. Bah, Vraiment vers 8-9 ans, là, je commençais à mijoter du vrai connard. ouais, non mais tu sais quand parce qu'après j'ai vu ces personnes évoluer. Oui. Et ces personnes, elles ont mal évolué. Ouais, d'accord. Et je commence et ça m'a remis les pieds sur terre. Malheureusement, heureusement, mais ça m'a mis les pieds sur Donc terre. peut-être une meilleure personne, pas une personne plus forte, mais une meilleure personne. Ouais, je pense que je suis une meilleure personne, ouais, Ouais. que certaines personnes. Une personne plus bienveillante, Ouais. une personne plus altruiste, une personne plus... Parce que je sais ce que c'est d'être au fond du trou. Psychologiquement, Et tu Et peux jamais le physiquement. souhaiter à personne, même à Jamais. ton pire ennemi. jamais. Ouais, voilà. Et c'est pour ça qu'il y a parfois des gens qui me disent « Oh, mais ceci, cela. » Je dis « Ouais, mais t'as jamais vécu ce que j'ai vécu. Et je ne te le souhaite jamais. Je ne souhaite jamais de vivre ce que j'ai vécu. C'est pas la pire chose, il y a toujours pire. Toujours pire. Hein. Toujours pire que ça. Mais c'est une expérience horrible. Et c'est que ça continue. Ça continue. Ouais, c'est ça. C'est pas que ça s'arrête, c'est Ouais. que ça Et continue. ça continuera toujours. Toujours. Mais faut avancer. Donc au bout d'un moment, faut pas se morfondre sur soi-même, faut un peu prendre son courage à deux mains, faut se dire, la vie elle avance, la vie c'est plus la maladie, la vie c'est la vie de Paul Goldman, et la vie elle doit avancer. Et donc, il faut mettre un peu ça de côté, ça demande du travail, ça demande aussi de l'accompagnement, ça demande de la maturité, ça demande aussi des échecs, je pense, beaucoup d'échecs. J'ai eu beaucoup d'échecs, que ce soit amicalement, tu vois, toutes ces phases de ma vie, et pour mieux se repartir, tu vois. Mais je pense qu'aussi c'est très dur, je pense pour certaines personnes, quand on veut pas retomber dans l'échec. Ouais. On veut pas retomber dans le trou. Même si c'est un plus petit trou, on veut pas retomber dans un trou. Je Donc, pense qu'on veut encore moins y tomber quand on le connaît, le trou. quand on connaît un trou plus gros, on veut pas y retourner dans un trou plus gros. Ouais. Tu vois, c'est ça surtout. Ouais. Et donc, il y a beaucoup de gens, parfois, soit qui veulent rester dans le trou, parce qu'elles ont tellement connu ça, ou que ça fait tellement longtemps, C'est confortable. c'est confortable, on Ouais. veut pas changer son habitat. Soit il y a des gens, ils ont la hantise de ça. Donc elles vont tout pardonner, ou elles vont tout faire Ouais. pour qu'elles ne retournent jamais. Aucune des deux attitudes n'est saine. Pas naissène, chacun agit différemment. Ouais, d'accord, mais ce que je veux dire, c'est qu'aucune n'est saine pour toi. Il faut essayer de trouver un juste milieu. ça, Tu vois, c'est tu ça. peux pas vivre dans la peur de retomber dans le trou et tu peux pas essayer de rester dans le trou parce que c'est ta zone de confort. Ouais. Tu peux faire aucun des deux extrêmes. T'es obligé de trouver un juste milieu. Ouais, t'es obligé de... T'es surtout obligé d'avant... T'as une chance, j'en connais qui sont morts. Hmm. Je connais qui sont morts. Ouais. Est-ce que ça, c'est une chance qui peut être vécue aussi comme un truc presque de culpabilité? Moi, je Il y a suis des pas gens- mort et les autres sont morts. Tu vois. Je vais te dire une histoire. Moi, j'ai quelqu'un dans mon école,
quelqu'un du staff de mon école, qui a eu une fille qui a eu une maladie, qui a eu la même maladie que moi. Avant moi, j'étais malade, j'ai guéri, sa fille est morte. Elle me voyait, elle me dit, t'as 5 minutes, après faut que tu partes. Ouais. À chaque fois, elle pleurait. Ouais. Parce que, et elle a été, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup accompagné pendant que j'étais malade par rapport à l'école, etc. Et j'ai une grande affection, un grand respect pour cette dame. Je m'en suis jamais voulu D'avoir guéri. d'y avoir guéri. Ouais. Mais à ce moment-là, T'as le sentiment d'injustice inverse un peu. ouais, Ouais, c'est ça. c'est super dur. En fait, c'est fou parce que t'as jamais ressenti le sentiment d'injustice de moi, je suis malade, mais les autres le sont pas. Mais par contre, le jour où quelqu'un ne guérit pas alors que toi, tu guéris, là, tu l'as senti dans l'autre sens. Et ça rejoint peut-être le côté, la maladie t'a fait devenir une personne plus bienveillante, plus altruiste, tu vois. Et tu te dis, bah ouais, ok, c'est horrible à dire. Je suis vivant, pas ta fille. Je l'ai jamais dit, tu vois. Ouais, bien Je sûr. suis vivant, ta fille, elle l'est pas. En fait, un jour, j'aurais dû j'ai continué à la voir sans lui dire, mais j'aurais dû lui dire, vous voulez qu'on continue à se voir? Et maintenant, ça va mieux. Maintenant, moi, j'ai été aux funérailles, tu vois, ça, c'est passé. Elle arrive à me voir sans pleurer, etc. Mais ça a été très compliqué pour elle. Très, très compliqué. Moi, j'ai un des meilleurs amis de mon père, il a eu la même maladie que moi, et lui, il a eu la phase où il prenait juste des médicaments. D'accord. J'ai pas beaucoup de... Je pense beaucoup aux regrets de ma vie. Tout Ouais. le temps. Qu'est-ce que dans ma vie, je me remets en question. Ok. Qu'est-ce que j'aurais aimé faire de Que différent? t'as pas fait, ouais. Mais vraiment, pas les petits trucs, j'aurais dû aller à gauche ou à droite, tu vois. C'est vraiment quel choix Pourquoi t'y penses? C'est du passé, c'est fait. pour pas que ça se reproduise. Ouais, ok. Pour tirer des leçons. Ouais. Et il est tombé malade. Il était malade. Quand je suis tombé malade, il a été très présent pour mon père parce qu'il savait, lui, tu vois. Et lui, il avait la maladie, la forme où ça s'est stabilisé. Il prenait juste des médicaments, tu vois. Et un jour, ça s'est emballé. En 6 mois, il est mort. Ouais. Pendant ces 6 mois, je suis jamais allé le voir. J'ai envoyé des messages, mais je suis jamais allé le voir. Je pense que c'est parce que je ne concevais pas qu'il pouvait mourir. Ouais. C'est un des plus grands regrets de ma vie. D'au moins une fois aller le voir. C'est un des plus grands regrets de ma vie. Pour l'instant. Ouais. 23 ans, c'est un des plus grands. Parce que tu sais ce que vaut la vie, son importance. Il y a des gens qui le sauront peut-être jamais, qui le savent avant, comme moi. Il y a des gens qui le découvriront, que c'est la vie, que c'est éphémère, qu'en un claquement de doigts, ça peut passer du tout au tout. On est dans notre petite routine de tous les jours, métro, boulot, dodo, ou métro, pas boulot, mais voilà, une vie peut-être un peu plus vagabonde, comme toi, ou tu vois, mais que du jour au lendemain, ça doit s'arrêter. Et tu dis, faut comprendre ça, et il faut surtout pas perdre ça de vue dans ses choix, dans ses décisions. Parfois, je me perds moi aussi, en disant ça. Des choses, il y a parfois plein de fois, mes potes, ils me disent, mais pourquoi t'attaches autant de choses? Ça autant d'importance? Parce que pour moi c'est important, et parfois je me dis ouais, mais tu devrais pas, parce que bon, il y a d'autres choses, tu vois, c'est la vie. Et c'est après ton rapport à la maladie des autres, elle est complètement différente. Ouais, bien sûr. Tu vois, il y a des gens ils me disent ouais, t'es malade, t'as un rhume. Ouais, mais j'ai un background derrière. Quand moi j'ai un petit rhume, parfois c'est couché, quoi. Ouais. J'ai de la fièvre, je suis couché. Paul Goldman, c'était, je pense, un des podcasts les plus inspirants de ma chaîne. Moi, j'aimerais adresser quelques petits messages, si tu me le permets. C'est exactement le moment. Ceux qui me connaissent pendant ces périodes, j'aimerais remercier beaucoup de personnes, que ce soit Princesse Margot, que ce soit toutes les associations qui m'ont aidé, que ce soit le Petit Prince, que ce soit À chacun son Everest, que ce soit À chacun son rêve, etc. Je souhaite vraiment remercier du fond du cœur tous les médecins qui m'ont suivi. Aussi, j'aimerais remercier les infirmières, les aides-soignantes, tout le personnel médical. Même celui qui trifouillait dans ta colonne vertébrale. Même celui qui trifouillait. Parce que sans elles, vos enfants et nos enfants ne peuvent pas être soignés. Faut pas l'oublier. Je pense que la santé, c'est un des trucs les plus importants. C'est pour ça que quand on souhaite un bon anniversaire ou quelque chose, on souhaite d'abord la santé. Bonne santé. Et le reste, on l'achètera. Parce que c'est important, c'est important, c'est la vie. Je souhaite aussi te remercier pour m'avoir invité. Et voilà. C'est moi qui te remercie, Paul, d'être venu raconter cette histoire qui, à mon avis, va pas inspirer que moi. J'espère. Je souhaite aussi que aujourd'hui, les méthodes pour donner son sang ou pour donner sa moelle osseuse, qui était complètement différente
à mon époque où c'est très important de le dire, où c'était une intervention. Maintenant, ça peut être juste une prise de sang qui dure 4 heures. Ça sauve énormément de vies. Ils en ont extrêmement besoin. On l'entend à longueur de journée, mais c'est vrai. Il y a des groupes sanguins qui sont rares et qu'on ne le sait pas. Et de donner son sang une fois de temps en temps, maintenant, les conditions d'acceptabilité des personnes, elles sont plus légères qu'avant parce qu'ils sont vraiment en pénurie. C'est très important de donner son sang. Ils en manquent, les dons de moelle osseuse. Bah, je vais y aller. C'est vrai que ça fait longtemps que moi, j'ai pas donné mon sang. Ça fait plusieurs années. Les tatouages, avant, c'était interdit. Ah oui, c'est vrai. Maintenant, ça l'est parce qu'ils sont en manque de trucs. Ok. Il y a des toxines, etc. Donc, ils les nettoient, je pense qu'ils les nettoient, mais c'est super important. Ça sauve des vies. Moi, j'ai eu énormément de transfusions sanguines. S'il n'y avait pas des gens qui avaient donné, bah, pas de transfusion. Pas de transfusion. Et ben, en tout cas, merci encore. Merci encore pour cette belle intervention, cette belle histoire, cette histoire hyper inspirante que tu nous as racontée. Je suis sûr que ça va être hyper important pour plein de gens. Moi, en tout cas, je suis très fier d'avoir fait ce podcast avec toi. Et je suis très fier d'être ton pote. C'est vrai. Et les amis, si vous avez kiffé ce podcast, vous n'hésitez pas, vous mettez 5 étoiles. Et puis, on se retrouve très bientôt sur la chaîne de podcast et sur The Bastos Club. Ciao, ciao. Oh, ce qu'on va se mettre.